Bienvenue dans le premier live santé organisé par les centres médicaux et dentaires de la Mutuelle Générale. Je suis Pierre Denis et je travaille au service communication des deux centres médicaux et dentaires, la Mutuelle Générale, Jacksonnet et Broca. Merci d'être au rendez-vous pour cette première émission des lives santé consacrée aujourd'hui à l'audiologie. Dans un court instant, vous allez pouvoir bénéficier d'informations et de bonnes pratiques sur l'audiologie expliquées par Jean-Louis Horviller, notre expert, et audioprothésiste au centre d'audition Jacksonnet. L'intervention de Jean-Louis durera 30 minutes, au cours desquelles vous pourrez poser des questions via l'outil de chat de Microsoft Teams. Elles seront ensuite soumises à Jean-Louis qui y répondra en direct après sa présentation. Les questions d'ordre privé ou concernant un rendez-vous ne pourront pas être prises en compte lors du live. Vous pourrez revoir en replay cette émission sur notre site internet centre-jac-sonnet.fr. Vous pourrez également télécharger le support de présentation et prendre rendez-vous sur Doctolib. 80 000 patients sont suivis chaque année dans les centres médicaux et dentaires de la Mutuelle Générale, qui dispose de 140 praticiens à votre écoute, que ce soit dans le domaine médical, dentaire ou de l'imagerie, avec une multidisciplinarité et des parcours de soins à la pointe des nouvelles technologies. Consultations et soins sont accessibles à tous, aux tarifs conventionnés, sans avance de frais, avec un reste à charge zéro, grâce aux mutuelles partenaires et à la Mutuelle Générale. Les centres sont restés ouverts pendant les périodes de confinement liées au Covid-19, avec des équipes de professionnels mobilisés et impliqués pour la santé des patients, dans le respect strict des protocoles d'hygiène et des gestes barrières. Les centres Jacksonnet et Broca disposent également chacun d'un magasin d'optique et d'un centre d'audition à Jacksonnet. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Louis Horviller, notre expert et audioprothésiste au centre d'audition Jacksonnet, pour sa présentation sur l'audiologie. Jean-Louis, c'est à toi. Bonjour à toutes et tous, Jean-Louis Horviller, donc je suis audioprothésiste au centre auditif Jacksonnet, en fait, écoutez voir à Paris. Donc aujourd'hui, dans cette petite conférence, je vais vous parler d'audiologie. On va évoquer l'audition, les bonnes pratiques pour en profiter tout au long de sa vie, sans souci. On va parler un petit peu d'appareillage auditif et des autres solutions pour restaurer l'audition. Et surtout, il est inutile que vous preniez des notes. En fait, je vous ai préparé des diapositives assez documentées. Certaines seront là pour que vous puissiez les utiliser dans le replay, en fait, avec des chiffres précis qu'on ne va pas tous développer. Donc, l'audition, en fait, tout commence par le son. En fait, le son, c'est une vibration. Quand on parle, on déplace des masses d'air. Et ce son, il faut bien le quantifier. Sa quantification, elle va en termes de fréquence, c'est-à-dire son caractère plus ou moins grave ou plus ou moins aigu. On a une unité qui s'appelle le hertz, qui, plus elle est élevée, en fait, plus le son est aigu. Il y a aussi son intensité dont il faut parler. Et puis ensuite, bon, les calculs sont parfois un peu compliqués, paraissent rébarbatifs, mais il n'y a que deux choses à retenir, en fait. Si on prenait par exemple l'exemple d'un lave-vaisselle, un lave-vaisselle de pas trop bonne qualité acoustique, en tout cas, va faire 50 décibels. Si vous avez deux lave-vaisselle, vous êtes à 53 et non pas à 100. Si vous avez 10 lave-vaisselle à 50 décibels A, vous avez 60 décibels et non pas 500. Voilà. Après, si vous avez retenu ça, vous savez calculer le décibel. On verra plus tard son échelle, en fait, c'est-à-dire la façon de l'utiliser comme un thermomètre pour voir notre environnement sonore. Après, attention, tout n'est pas quantifiable. En termes d'audition, il n'y a pas que les unités, il y a aussi la qualité, en fait. Le son, c'est le timbre. Par exemple, la différence entre un piano et un autre piano qui ne sonne pas de la même façon, c'est la dynamique, l'écart entre les sons forts et les sons faibles, c'est les nuances, c'est les harmoniques. Le son, c'est quelque chose de très, très riche. Vous voyez, là, on voit la différence entre un son grave et un son aigu sur le plan de la quantification, mais il y a tellement plus de choses là-dedans. Le son dépend aussi de l'endroit où on est. La pièce peut être importante. On peut ne pas entendre la même personne de la même façon dans une pièce ou une autre. Tout simplement, vous voyez, si on prend un concert, le son peut aller se réfléchir sur les murs et arriver sur l'auditeur de différentes façons. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Parlons un peu du déficit auditif. En France, on estime que 10% de la population, soit 6 millions de personnes, sont concernées, ce qui nous fait dans le monde 360 millions de personnes, dont un tiers des plus de 65 ans.
Avant d'aller plus loin dans cette présentation, on va regarder un petit peu, nous allons faire ensemble le trajet du son à travers cette petite vidéo en image de synthèse qui va se dérouler sur votre écran dans quelques secondes. Voilà, donc nous faisons le trajet du son, on passe par le pavillon qui va capter les sons, vous voyez, donc nous allons entrer dans cet endroit mystérieux en fait. Dans quelques secondes, nous allons faire le trajet à travers le conduit auditif. Voilà, donc à l'intérieur du conduit auditif, nous voyons les petits osselets en fait qui vont aller transmettre. Donc voilà comment ça fonctionne quand on le voit de manière statique en fait. Donc nous avons fait ce trajet-là, nous sommes rentrés par le pavillon de l'oreille hein, qui a une fonction de captation des sons. Le son va passer dans le conduit auditif, va faire vibrer la petite peau qui est au fond, la petite membrane, le tympan. Dans le tympan sont pris des petits osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier pour les nommer, c'est les plus petits os du corps humain et en fonction de la vibration, donc ça va aller transmettre ici au liquide de l'oreille interne. Plus le son est grave, plus il va aller au fond, les aigus restent à l'entrée. Ensuite là on a le nerf auditif et ça va aller passer au cerveau qui va transmettre l'information. Comme vous pouvez voir, c'est comme pour la vision, en fait c'est croisé, il y a une interaction et c'est le cerveau gauche qui commande l'oreille droite et vice versa. À noter, on a ici la fonction d'équilibre, c'est un autre organe, mais vous voyez, on a une espèce de petit GPS dans la tête avec ces trois petits anneaux, en fait, et qui permet au cerveau, en fait, de savoir dans quelle position est notre tête. Les petites cellules ciliées, vous les voyez quand elles sont parfaitement conservées, et si on soumet quelqu'un à un son trop fort, donc là, il s'agit de l'organe auditif du rat, en fait, donc qu'on appelle, cet organe auditif s'appelle la cochlée. Et en fait, ça correspond tout à fait au nôtre dans la zone des aigus. Si on expose la bête à un son très très fort, 130 décibels, c'est énorme, c'est pour nous, on aurait tous mal. Vous voyez que ça devient comme un potager qui a été un petit peu ravagé. Voilà. À l'heure actuelle, on ne peut pas réparer le capteur. Il y a des avancées très intéressantes dans le cadre de la thérapie génique. Toutefois, on n'a pas encore de date d'application à l'être humain. Donc, en fait, le mieux, c'est de prendre soin de son audition. Un petit peu du thermomètre du décibel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va dire qu'une pièce calme en ville, c'est 40 décibels. 50 décibels, notre lave-vaisselle de tout à l'heure, c'est le niveau maxi pour un travail intellectuel. On parle en moyenne à 60, hein, puisque la parole, c'est quelque chose qui varie. On n'est pas linéaire. 70 décibels, on se dispute, c'est aussi l'intérieur d'un TGV. On va dire après 90 décibels. 90 décibels, donc on hurle, c'est un instrument acoustique qui joue un petit peu fort. 95 décibels, le klaxon. 100 décibels, la tronçonneuse, le baladeur. 102 décibels, c'est le concert de rock. Enfin voilà, un petit peu. Puis après, si on monte, on va dire qu'on a notre seuil de la douleur qui arrive entre 120 et 130 décibels. 130, c'est un avion au décollage. Et au-dessus, après, il y a les explosions, des sons beaucoup plus forts qui peuvent, cette fois-ci, détériorer le tympan. En fait, on ne se crève pas les tympans dans le cadre des sons habituels qu'on peut rencontrer. Sinon, on aurait tous, on arriverait tous au seuil de la douleur. En droit du travail, 80 décibels, donc qui est on va dire que c'est le niveau d'un aboiement, c'est ce qu'on peut supporter pour 8 heures. Après, comme vous le savez, on a vu tout à l'heure, quand on additionne de la vaisselle, on rajoute 3 décibels. Chaque fois qu'on ajoute 3 décibels, on divise le temps par 2. Le champ auditif. Donc l'être humain jeune et en bonne santé va entendre de 20 Hz, c'est-à-dire c'est le son le plus grave que nous pouvons percevoir. En dessous, ce sont des infrasons, c'est des vibrations pratiquement. Jusqu'à 20 000 Hz, c'est les sons les plus aigus que nous pouvons supporter, enfin entendre. Au-dessus, ce sont les ultrasons. Les animaux les entendent. C'est pour ça que pour les chiens, par exemple, on a un sifflet à ultrasons. Le 1000 Hz, donc une fréquence moyenne, c'est la fréquence la mieux perçue du corps humain, en fait, du cortex. Et ensuite, de l'autre côté, en haut, vous avez donc en bas, vous avez le seuil de détection. En haut, vous avez le seuil où le son commence à gêner. Vous voyez que le seuil est différent selon la fréquence, du plus grave au plus aigu. On a cette espèce de ballon de rugby. Et en haut, vous avez la limite maximale de perception pour cette fréquence. C'est-à-dire qu'on arrive, vous voyez, beaucoup plus vite à être gêné par des sons très graves ou très aigus que par des sons moyens. L'audiogramme, c'est le test d'audition. Donc, nous, on fait des tests d'audition en vous mettant un casque, en fait, en vous demandant si vous entendez des sons. On fait entendre des sons donc, du plus grave au plus aigu. Là, vous voyez, donc le 0, c'est le bas du ballon de rugby.
qu'on a remis droit pour que ce soit lisible. Et là, vous avez le volume qui augmente vers le bas. Donc là, on dessine une perte auditive avec les réponses de la personne. Et sur le test d'en bas, en fait, on lui demande de répéter des mots en mettant le son de moins en moins fort, en fait, et on note le nombre de mots qui sont bien répétés ou pas. Et ça nous donne une idée de la fonction audition, puisqu'il n'y a pas que les sons, il y a la compréhension. Avec l'âge, donc, on a une évolution, on va dire, pas dans le bon sens de l'audition, c'est-à-dire qu'en fait, l'audition est maximale à la naissance. Là, vous avez le report de l'audiogramme en moyenne en fonction de l'âge. On voit que dès 20 ans, on a perdu. Ça, c'est l'audiogramme clinique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on teste de manière générale avec nos casques auditifs. On peut faire des tests beaucoup plus sur tout le champ auditif, mais donc celui-ci, c'est l'audiogramme clinique qu'on vous fera régulièrement chez l'ORL ou chez l'audioprothésiste. Donc, vous voyez, à partir de 20 ans, on a perdu des aigus, à 40 ans, ça baisse un petit peu, etc. Si jamais si on ne gère pas bien son capital auditif, on risque ce qu'on appelle une presbyacousie accélérée. Vous voyez, je reviens en arrière. Voilà l'audition prévisible, puisque c'est une statistique en fonction de l'âge, et si on y va trop fort, voilà, on risque de perdre une vingtaine d'années de vie en bonne santé. Une perte auditive moyenne, qu'est-ce que ça donne? Voilà. En fait, on a une perte auditive, vous voyez, donc, où les graves sont mieux conservés que les aigus. On entend bien un robinet qui goutte, on peut mal entendre sa sonnerie de téléphone parce qu'un des sons est grave, l'autre est aigu. On entend mieux les hommes que les dames parce qu'on n'a pas la même façon d'articuler. On perd pas des sons comme le S, le H. Vous voyez, enfin, c'est un petit peu, c'est des éléments de la parole, en fait, qui vont être beaucoup plus difficiles à percevoir, en particulier dans le bruit. Au fil du temps, on va perdre de la dynamique, c'est-à-dire on perçoit moins facilement l'écart entre les sons forts et les sons faibles. On perd de la sélectivité fréquentielle, c'est-à-dire qu'on distingue moins bien les sons plus ou moins graves ou plus ou moins aigus entre eux, et ça aboutit à des confusions phonétiques. Des confusions phonétiques, ça veut dire qu'on va perdre un bout de la phrase. Si on prend une phrase qui est super facile à replacer dans n'importe quelle conversation du style « tu as vu le chaos de la reine d'Angleterre à la télévision hier », eh bien là, le cerveau est légèrement coincé. D'habitude, quand il nous manque un élément de la phrase, en fait, on va aller le rechercher automatiquement. Ça va prendre un petit peu d'énergie cérébrale, mais ça ne va pas être trop grave si on peut comprendre avec le contexte. Quand il n'y a pas le contexte, on ne saura pas si c'est son fameux chapeau, si c'est son château, ou pire, son chameau. Ce qui veut dire, ce qui peut prêter à sourire, mais en situation, c'est pas toujours drôle et ça peut effectivement couper un petit peu de la conversation. On peut avoir aussi, avec le vieillissement auditif, un acouphène. C'est un sujet vaste qu'on traitera sûrement dans un autre live santé. En fait, tout ce qu'on doit en retenir, c'est qu'un acouphène est un son qu'on entend sans qu'il provienne de l'extérieur. Qui peut être un bourdonnement, un sifflement, ça peut être différents types de bruits. C'est un sujet très vaste. Les atteintes de l'audition, qu'est-ce que ça peut créer? En fait, le principal, c'est que ce phénomène, comme vous l'avez vu sur la courbe de presbyacousie, qui nous fait un parallèle avec la presbytie, ça crée une mise en retrait social, personnel. On évite de se mettre dans des situations où il y a du bruit, on a du mal à écouter en réunion, on fait répéter, on peut énerver, en fait, et c'est assez compliqué. Pour les personnes qui finissent par s'isoler, en fait, ça accélère le vieillissement cognitif. En fait, une perte d'audition assez moyenne, de 25 décibels, fait qu'on a un score cognitif moins bon aussi mauvais en fait que celui d'une population plus âgée de 6,8. Donc, c'est 7 ans en fait de vie cognitive en bonne santé qui sont perdus. Les effets de la surexposition, si jamais on n'a pas les bonnes pratiques. Alors, en général, on s'aperçoit qu'on a subi une surexposition auditive, en fait, quand on arrête l'événement. Exemple, un concert, on ne s'en rend pas forcément compte pendant l'événement, mais en sortant, en fait. Le premier symptôme, ça peut être du coton dans les oreilles, donc on a une baisse d'audition rapide qui fait que le cerveau s'en rend compte. Un acouphène, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un bourdonnement ou un sifflement en sortant de l'exposition. Et dans d'autres cas beaucoup plus rares, heureusement, mais spectaculaires, en fait, on peut entendre les sons beaucoup plus forts que la normale, et dans les pires des cas, c'est même assez insupportable. Le moindre petit bruit peut être compliqué à gérer par le cerveau, et ce sont des signes de souffrance de l'oreille, en fait. Généralement, si ça persiste après une bonne nuit de sommeil, on va dire, normalement, il faudrait consulter le plus vite possible. En sortie de boîte de nuit, on va dire que ça peut être compliqué. On va dire que si c'est au plus tard après une nuit de sommeil, si le lendemain c'est là, il faut absolument consulter sur un de ces 3 sites.
Pour éviter ça, il faut savoir qu'en matière d'exposition auditive, tout compte. Il y a l'intensité, bien sûr, tout le monde s'en rend compte, mais il y a aussi la durée et la répétition. En fait, chacun d'entre nous a une dose de décibels et le seul moyen de savoir si on exagère ou pas ou si on a des soucis, c'est de faire des tests d'audition réguliers. Dans le cadre des expositions ou maintenant quand on est en visioconférence avec un casque de manière continue dans la journée, il faut penser à faire des pauses. Vous voyez, vous avez les recommandations sur la diapo, sur laquelle vous pourrez revenir tout à l'heure, mais 10 minutes de pause, c'est déjà quelque chose d'important. De temps en temps, pensez à faire au moins 10 minutes de pause. Pour les gens qui sont exposés à des bruits dans le cadre du travail, en général, on a des dispositifs de protection. L'audioprothésiste est aussi là, non seulement pour remonter le son, mais pour le baisser quand on est surexposé. On sait faire des produits adaptés à tous les cas. Les conseils de bon sens. Si vous êtes dans un endroit où il faut crier ou hurler pour parler à votre voisin, il faut sortir, s'éloigner des enceintes. Ça sert surtout en plein air, mais dans les lieux fermés, souvent, c'est compliqué. Après, donc, on a la possibilité de s'isoler un petit peu des bruits environnants avec un casque. Quand vous êtes dans la rue, il faut penser aussi au fait que ça vous isole, que la musique occupe des ressources cérébrales et qu'il faut faire très attention en traversant. On le voit dans l'accidentologie. Revenons-en un petit peu à notre malentendant ou la personne qui a une presbyacousie qui évolue de plus en plus. En fait, on s'aperçoit qu'on commence à avoir des soucis d'audition de trois manières. En fait, la première, c'est quand on commence à avoir des soucis pour faire répéter dans le bruit, l'impression que les gens entendent moins bien qu'avant, trouver que le son à la télé devient de plus en plus mauvais, etc. Donc, si vous voulez, ça, c'est les signes de prise de conscience. Après, vous avez un parcours de soins que je vous ai mis ici, qu'on ne va pas détailler maintenant, mais qui commence toujours par en discuter avec votre médecin généraliste et un suivi avec le médecin ORL. Mais le mot-clé, c'est d'en parler avec votre médecin. Les aides auditives. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous en montrer, je ne vais pas vous citer de marque, c'était absolument volontaire en fait. Il y a un certain nombre de choses que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Bon, on a des appareils intra-auriculaires qui vont complètement dans l'oreille, on a des contours que moi je réserve plus à la grande puissance, et on a des mini contours avec un écouteur dans l'oreille qui est la voie royale en fait, et qui permettent de mettre toute la technologie actuelle, de se connecter avec le Bluetooth plus facilement que si on essaie de tout mettre dans l'oreille. Enfin, on a un certain nombre d'appareils, mais le choix est plutôt compliqué. Notre premier rendez-vous dure plus d'1 heure en général. On a beaucoup de questions à vous poser pour choisir, et ça c'est quelque chose à voir entre vous et votre audioprothésiste. Il y a d'autres solutions qui sont détaillées aussi sur un slide sur lequel on ne va pas s'étendre, qui sont parfois chirurgicales. C'est pour ça que c'est important quand vous avez un souci auditif, en fait, d'en parler en premier lieu avec le corps médical. La prise en charge. Donc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une prise en charge qui dépend d'abord, enfin, dans le premier moment, si vous laissez l'ordonnance, c'est votre médecin qui décidera si vous devez porter un appareil ou pas. Il y a des prescriptions différentes selon qu'on a plus ou moins de 6 ans. De toute façon, c'est pour ça que vous avez un parcours de soins. On a deux grandes classes d'appareils. On a la classe 1 qui est le reste à charge zéro qui nous arrive au mois de janvier en fait, qui prouve que l'audition n'est pas un luxe. Ce sont des appareils auditifs qui marchent pas mal, qui fonctionnent, qui sont à pile. On a aussi une classe 2 qui est à prix libre, en fait, qui contient des appareils de la dernière technologie avec des possibilités de connectivité étendues. Mais là encore, c'est des choses qu'il faudra voir au niveau de vos attentes et au niveau d'un rendez-vous où on vous pose pas mal de questions. La prise en charge, je ne m'étends pas dessus, voilà, je vous laisse le slide quelques secondes pour que vous puissiez revenir là-dessus dans le replay, l'enregistrement de cette émission. Ce qui est bon à savoir en matière d'appareillage auditif, d'abord, on ne vous le vend pas la première fois, vous avez 30 jours d'essai, voire plus, mais on se pose la question au bout de 30 jours de voir si l'appareil vous est bien adapté. Tant qu'on est en période d'essai, on peut changer tout un tas de choses. Vous avez une fréquence minimale de suivi aussi, on ne vous vend pas l'appareil, on ne vous abandonne pas après. Vous avez une durée minimale de garantie maintenant qui est de 4 ans. Et vous avez une évaluation régulière de votre satisfaction. Donc, en fait, vous n'êtes pas laissé dans la nature avec un appareil auditif. En fait, un appareil auditif, c'est un contrat entre vous et votre audioprothésiste. Le retard d'appareillage. On va dire que beaucoup de gens, entre le moment où ça commence à devenir un tout petit peu difficile et le moment où ils vont s'appareiller, en fait, vont laisser passer un petit peu de temps. Souvent, ça chiffre en années. Des fois, on parle jusqu'à 7 ans de réflexion, mais souvent, on a entre 3 et 6 ans d'attente entre le moment où l'entourage commence à dire « tiens, tu fais un peu répéter » et le moment où la personne vient dans le parcours de soins. En général,
le déni, dans le grand public, il y a un certain déni, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que ce sont les autres qui articulent mal. On l'a dit tout à l'heure, le son de la télévision qui n'est pas très bon. Bon, il faut toujours se poser la question, il y a peut-être un petit peu de vrai pour certaines personnes, mais quand ça devient général, c'est-à-dire quand les problèmes arrivent, il faut en prendre conscience. Il y a un souci d'information, mais vous, maintenant, vous êtes informés. Il y a un problème de prix, mais maintenant que nous avons le 100% santé, en fait, vous avez une prise en charge intégrale, donc par l'assurance maladie et votre mutuelle. Hein. Nous, on a ça à la mutuelle générale. Où il n'y a plus à hésiter. Et surtout, bon, on l'a dit tout à l'heure, le phénomène est insidieux. La courbe de Presbyacousi sur laquelle vous pourrez revenir tout à l'heure, en fait, vous voyez que c'est pendant des décennies que le son descend doucement. Le cerveau a tout son temps pour se réajuster. Et du coup, ça explique aussi pourquoi on a un petit peu de déni. Ce qu'il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, c'est que c'était un contrat entre vous et votre audioprothésiste. En fait, on passe pas mal d'heures avec vous ensuite. Hein, il faudra revenir nous voir. Un appareil auditif, ça se pré-règle très facilement. On a des règles scientifiques énormément poussées. Maintenant, ça fait des années qu'on a que la science étudie un petit peu nos réglages, mais par contre, il y a un tout petit peu de choses qui viennent d'un travail coopératif entre vous et votre audioprothésiste. Ça dépend de votre perception. Il y a tout un tas de questions à vous poser. Il y a des tests objectifs. Il y a un petit peu de votre subjectivité. C'est très, très important de communiquer, vous et votre audioprothésiste, et surtout de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire de faire des réglages progressifs. Votre audition a baissé en un certain nombre de décennies. Il faut la remonter d'une manière mesurée avec des paliers de rééducation, un petit peu comme un plongeur, si vous voulez, qu'il ne faut pas qu'on remonte trop vite, sinon c'est un tout petit peu compliqué au démarrage. Un réglage, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, même si on vous pose des questions subjectives, vous voyez, si on a un réglage pas bon, au milieu, vous avez la mire qui est correcte, à gauche, c'est un petit peu terne, à droite, c'est un tout petit peu claquant, c'est un tout petit peu clos, c'est pas bon et c'est pas très perceptible. Vous voyez, si on le remet sur une œuvre d'art, on s'aperçoit pourquoi il faut qu'un réglage soit bon. Il n'y a que l'œuvre du milieu qui est l'original. Et de plus, bon, moi, en tant que musicien, j'ai à cœur beaucoup l'appareillage du musicien, en fait, et je sais qu'en termes de goûts musicaux, il y a des gens qui vont préférer quand même certains instruments graves comme la basse, et d'autres qui vont préférer la flûte. Il y en a qui ne vont pas apprécier le violon. Enfin, vous voyez, c'est tout un tas de choses comme ça aussi qu'il faut rajouter dans notre réglage. Voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant, on va pouvoir passer à vos questions. Alors, Jean-Louis, on va vous poser les questions. Alors, Jean-Louis, on va vous poser les questions des internautes, ceux qui ont posé quelques questions pendant votre présentation. Donc, déjà, un premier point, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre un infrason et un ultrason? Un infrason, en fait, c'est quelque chose de grave, en fait, qui est en dessous de notre champ auditif, et un ultrason, c'est quelque chose de très aigu qui est au-dessus de notre champ auditif, qui est perçu. Enfin, un infrason, c'est plutôt une vibration, un ultrason, c'est quelque chose de très, très aigu qui n'est perçu que par les animaux, par exemple. Est-ce que dans mon parcours de soins, je dois passer systématiquement en premier par le généraliste, ou est-ce que je peux directement aller vous consulter? La porte des audioprothésistes est toujours ouverte, mais nous avons un rôle d'aiguillage. En fait, nous allons d'abord vous orienter sur votre médecin, mais après, vous pouvez toujours vous renseigner dans le... En fait, le patient est libre, en fait, il peut se renseigner dans le sens qu'il veut. La voie royale, c'est d'en parler avec son généraliste qui adresse chez le médecin ORL et ensuite d'aller voir son audioprothésiste. Maintenant, vous pouvez le faire un petit peu comme vous le sentez entre le médecin et l'audioprothésiste pour la toute première information, mais c'est quand même plus efficace de commencer par le médecin. En fait. Après, en cas d'urgence, on peut passer directement par son ORL. Si c'est un traumatisme auditif, il ne faut pas attendre, puisqu'on a dit qu'il fallait consulter le plus vite possible. 2 jours, c'est déjà très tard en cas d'accident auditif. Alors, c'est quoi la différence entre l'ORL et l'audioprothésiste? L'ORL, c'est le médecin qui va prescrire l'aide auditive après des tests médicaux, en fait, et l'audioprothésiste n'est pas médecin, il va exécuter l'ordonnance, puisque l'appareil auditif se délivre exclusivement sur ordonnance, ça se fait comme un médicament finalement, et va faire des tests à but prothétique et à but de réglage de l'appareil, enfin de choix, d'adaptation et de réglage de l'appareil auditif.
Alors, on a eu plusieurs questions d'internautes qui nous ont demandé en fait comment se déroulait une séance avec vous. Ben, en fait, ça dépend du type de rendez-vous, mais si on parle du premier rendez-vous, en fait, il va y avoir donc un certain nombre de questions sur le mode de vie, sur la santé, un certain nombre de points qui vont nous conduire donc avec l'analyse de l'audiogramme en le commentant avec la personne, hein, pour lui expliquer un petit peu la fameuse presbyacousie, enfin quand c'est son cas, en tout cas adapté au cas, quand c'est la fameuse presbyacousie, comment ça a pu lui arriver, pourquoi elle vient souvent de vous dire que la télé a un son pas très mourant et que un membre de leur famille n'articule pas très bien. Et ensuite, donc, on va ensemble choisir le type d'appareil auditif et vous repartirez avec un devis, en fait. Alors, quelqu'un nous demande si, une fois la prothèse posée, est-ce qu'il faut venir régulièrement la faire adapter par son audioprothésiste, et si oui, à quelle régularité, quelle fréquence? Alors, la fréquence, d'abord, elle dépend un petit peu de chacun. Il n'y a pas de test, comme on va dire, obligatoire, ce n'est pas des convocations, mais il y a des périodes sur lesquelles on s'engage. Il faut vraiment venir un minimum chez nous. On détaillera ça tout à l'heure, mais il faut distinguer la partie adaptation. C'est-à-dire qu'au début, c'est en fonction de chacun. En fait, selon le nombre de paliers qui sont nécessaires, on va se revoir un petit nombre de fois. Après, donc de toute façon, on a un rendez-vous après la validation de l'appareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la période d'essai, on a un rendez-vous un mois plus tard, puisque rien n'est, comment dire, aucun réglage d'appareil auditif n'est fixé. Ça veut dire qu'on remet toujours en question pour essayer d'améliorer un petit peu, même si le résultat est pas mal, si nous on estime qu'on pourrait mettre la correction à un niveau vraiment plus optimal à travers les choses qui nous sont racontées ensuite. Ensuite, il y a un rendez-vous au niveau des 3 mois, puis après, il y a des rendez-vous tous les 6 mois, mais entre-temps, il peut y avoir d'autres rendez-vous à la demande, en particulier pour les personnes qui peuvent avoir du cérumen, donc de la cire dans les oreilles, où on a un petit peu plus de nettoyage, mais tout ça, c'est vraiment très personnalisé, en fait. Mais il y a toujours un petit peu d'aller-retour à prévoir chez nous. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on s'engage, en fait, pour adapter et suivre votre appareil auditif, en fait. C'est pas une vente de matériel en soi. Alors, il y a un internaute qui nous signale qu'il se fait régler son appareil à distance par son audioprothésiste. Alors, effectivement, depuis qu'on a les nouvelles technologies avec des générations d'appareils adaptés, en fait, on a la possibilité, un petit peu comme on est maintenant en conférence vidéo, en fait, de faire une conférence vidéo avec vous tout en ayant la main sur vos appareils auditifs, en passant par le Bluetooth de votre téléphone portable s'il est compatible. Mais ça ne remplace pas, en fait, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait eu avant, très récemment, un examen du conduit auditif pour voir qu'il n'est pas bouché et un examen de l'appareil parce que il peut y avoir toujours des petites choses. Nous, quand on vous reçoit, en fait, on va commencer par une vérification, nettoyage, entretien de l'appareil. C'est aussi pour ça qu'on a des rendez-vous réguliers pour que votre appareil reste dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, donc, on a droit à enfin, le 100% santé et l'appareil auditif en général permet un renouvellement tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, un appareil a beaucoup vécu. Il ne s'agit pas d'une électronique de salon, mais de quelque chose qui est derrière l'oreille ou dans l'oreille, en fait, et qui fonctionne, on va dire, en moyenne une 15 ou 17 heures par jour. Donc, en fait, ça demande un tout petit peu d'entretien et il faut le prévoir. Alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé s'il existait des appareils de meilleure qualité par rapport à d'autres. Alors, tous les appareils qui sont vendus en France, en fait, subissent des tests techniques. Pour avoir le droit d'être remboursé, si vous voulez, ils ont passé les tests. Après, chaque audioprothésiste peut avoir ses préférences. Il y a des sonorités qui sont différentes. Il y a un certain nombre de choses techniques à étudier en fonction des possibilités de manipulation de la personne. Il y a des appareils, évidemment, de dernière génération où les fabricants ont fait des efforts technologiques. Mais on peut pas parler d'appareils de mauvaise qualité. Et est-ce que il y a un internaute qui nous demande si les problèmes auditifs sont héréditaires? Ça peut arriver, ça fait partie des choses pour lesquelles il faut d'abord aller consulter votre médecin, en fait. Ça sera étudié à ce moment-là. Mais l'hérédité peut être un facteur. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, si on m'équipe d'une prothèse auditive et que je n'arrive pas à m'y habituer, est-ce qu'on peut me la changer? Est-ce qu'on peut me changer ce type de prothèse et à quelles conditions?
Alors, dans la période d'essai, on peut faire exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que justement, elle sert à éviter que quelqu'un parte avec un appareil qui ne lui plaît pas. Si nous, on a un doute, on peut très bien la prolonger. On a la main sur cette période d'essai. Enfin, on a même, nous, une garantie satisfaction, si vous voulez, un petit peu après, mais l'essentiel, si vous voulez, c'est de se dire, si vous avez un doute, il ne faut pas rentrer en adéquation, enfin, il faut changer le modèle de prothèse pendant cette période d'essai, une fois qu'on a fait les remboursements de la sécurité sociale. En fait, prothèse inadaptée à votre cas, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui aura une énorme perte d'audition et qu'il faudra passer à un appareil beaucoup plus puissant, hein, c'est un exemple, il faut refaire une demande en fait. Et normalement, donc, vous êtes avec votre appareil auditif pour 4 ans. Alors, la prise de certains médicaments peut-elle altérer l'audition durablement? Ça peut arriver, c'est pour ça qu'il faut absolument expliquer parler dans le questionnaire médical, en voyant votre médecin la première fois, parler de vos soucis d'audition. Et alors, on a quelqu'un qui est fan de concerts, apparemment, et qui nous demande comment peut-il se protéger lorsqu'il va être exposé pendant 1 heure ou 2 heures à un concert style dans une très grande salle comme Bercy, avec des décibels importantes. Alors, en termes de décibels importants, il faut savoir que c'est un petit peu comme un orage. En fait, il suffit de très peu de temps pour être mouillé. Ça veut dire que dès qu'on sait qu'on va dans un endroit où le son est vraiment puissant, en fait, il faut prévoir des bouchons. Normalement, dans les événements, maintenant, il devrait y avoir des bouchons. À partir d'une certaine taille, en tout cas, d'événements, hein, ce n'est pas obligatoire partout. Le mieux, c'est d'avoir toujours des bouchons à sa disposition. On a des bouchons basiques qui abîment un tout petit peu le son. C'est ceux aussi qui sont distribués gratuitement. Il y a aussi des bouchons adaptés. Il y a des bouchons spéciaux pour la musique. Nous, on a des bouchons pour les motards, pour l'industrie, pour les chasseurs. Enfin, et en industrie, selon le type de bruit, encore, on peut adapter les filtres. Donc, le mieux, ça, c'est d'en parler avec votre audioprothésiste. Alors, l'heure est en train de tourner. On va passer à une dernière question. Est-ce que vous, enfin, qui n'est pas vraiment une question, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous l'avez dit lors de notre présentation, mais nous rappeler tout simplement les basiques pour bien sauvegarder notre audition en cette période de confinement où on est tous en train de faire du télétravail. Est-ce que vous, s'il vous plaît, vous pouvez nous redire un petit peu quels sont les basiques pour se préserver? En fait, les basiques, ils sont très simples à retenir. En fait, c'est pas trop fort, pas trop souvent, pas trop fort. Normalement, si on écoute le ministère de la Santé, il faudrait, quand on fait des visioconférences, il faudrait faire une pause toutes les 45 minutes. Et surtout ne pas mettre son casque trop fort. C'est pareil quand on écoute de toute façon. On écoute des visioconférences, qu'on écoute la musique, qu'on écoute n'importe quelle source, en fait, il faudrait faire des pauses régulières. Comme c'est plutôt difficile, parfois quand on est dans le feu de l'action, on n'arrête pas le concert, on n'arrête pas la conférence, pensez à 10 minutes de pause dès que possible. Ça, c'est quelque chose qui sauvegardera votre audition déjà, si vous le faites de manière régulière. Après, donc, quand vous êtes dans un endroit où le son est trop puissant, si vous devez hurler pour parler avec votre voisin, il vaut mieux sortir parce que vous êtes déjà en zone de danger, ou alors se protéger, mais effectivement, après, vous aurez encore plus de chances d'avoir des problèmes pour parler avec votre voisin. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est que quand on est dans un concert extérieur, par contre, on peut s'éloigner des enceintes. Si on est dans un lieu fermé où il y a des enceintes en particulier de partout, ou ce que vous avez vu avec la petite diapositive, en fait, où il y avait un petit groupe de rock qui est une scène, en fait, c'est que le son est de partout dans le lieu. Donc, toujours d'essayer de ménager aussi des pauses, des lendemains d'exposition, ne pas bricoler, même quelques minutes, même de taper au marteau sans vous protéger les oreilles. On voit des cas les plus sensibles d'entre nous, en fait, c'est comme les coups de soleil, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont avoir une atteinte auditive plus rapidement que d'autres, et cela, pour les protéger, il faut qu'ils soient au courant. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis pour toutes ces explications qui étaient très claires et puis cette présentation qui nous a fait découvrir un petit peu plus sur l'audition. Ce live santé est maintenant terminé. Nous vous remercions pour votre écoute et votre participation et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain live santé. Certainement le mois prochain, nous vous informerons sur les réseaux sociaux. Merci à vous.